Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 20 février, je vous propose de partir d'abord pour le Pacifique et plus précisément autour du récif de Scarborough où les tensions continuent entre la Chine et les Philippines. Nous irons ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée où un nouvel épisode de violence tribale a fait au moins 50 morts dimanche dernier. Toujours dans le Pacifique, on se penchera sur les relations tendues entre le gouvernement des Tonga et le roi de l'archipel, avec une lettre controversée qui a provoqué une crise constitutionnelle. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Thaïlande, où l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a fini par être libéré sous caution après 6 mois passés en détention à l'hôpital, suite à son retour d'exil en août dernier. Les tensions continuent entre la Chine et les Philippines autour du récif de Scarborough, connu aux Philippines sous le nom de Bajo de Masinloc, un récif situé à 198 km de la baie de Subic sur la côte ouest de l'île de Luçon dans la province de Zambales. Le récif est situé dans la zone économique exclusive philippine mais est occupé militairement depuis 2012 par la Chine qui en interdit désormais l'accès. Samedi dernier, le bureau de la pêche des Philippines a accusé des bateaux de pêche chinois d'utiliser du cyanure pour détruire le récif. L'utilisation de cyanure, un produit chimique hautement toxique, est une méthode de pêche très controversée pour son impact sur l'environnement et sur la biodiversité, mais qui reste encore utilisée dans certains endroits par certains pêcheurs, notamment aux Philippines et en Chine. Cette méthode permet d'affaiblir ou de tuer directement les poissons pour pouvoir les pêcher plus facilement. Le porte-parole du bureau de la pêche philippin, Nazario Breguera, a accusé la Chine d'utiliser cette méthode sciemment dans le but de détruire le récif et d'empêcher ainsi les pêcheurs philippins, qui travaillent dans les eaux de Scarborough depuis plusieurs décennies, de pêcher dans la zone. Selon les propos du porte-parole rapportés par le quotidien philippin The Philippine Times, les pertes et les dommages liés à l'utilisation du cyanure dans la zone se chiffreraient à 17,85 millions de dollars américains. Les gardes-côtes philippins ont déclaré le lendemain ne pas avoir trouvé de preuves pour appuyer les affirmations du bureau de la pêche. Ces accusations interviennent quelques mois après un épisode de forte tension survenu en septembre dernier, lorsque les gardes-côtes philippins avaient effectué, sur ordre du président philippin, une opération spéciale pour enlever la barrière flottante installée par les gardes-côtes chinois qui bloquait l'entrée sud-est du récif. Ce après qu'une patrouille menée par les gardes-côtes philippins et le personnel du bureau des pêches et des ressources aquatiques avait découvert qu'une barrière flottante avait été déployée par les gardes-côtes chinois alors que leur bateau était en train d'approcher de la zone. Un autre incident a marqué l'escalade des tensions dans la zone les 9 et 10 décembre derniers. Le 10 décembre, un bateau philippin en mission de ravitaillement avait été percuté par un navire des gardes-côtes chinois, mais les gardes-côtes chinois avaient accusé le navire philippin d'être délibérément entré en collision avec un de ces navires. Notons qu'un jugement de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a jugé en 2016 qu'il n'y avait, je cite, aucun fondement juridique pour que la Chine revendique les droits historiques sur des ressources dans les zones maritimes à l'intérieur de la ligne en 9 traits. Mais la Chine a refusé de participer au jugement et Taïwan, qui revendique également la souveraineté sur le récif, n'a pas été consulté et a donc également refusé de reconnaître la validité du jugement. Un nouvel épisode de violence tribale a fait au moins 50 morts dans le district de Wapanamanda, dans la province d'Anga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La police locale a confié aux médias australiens ABC que les hommes tués étaient en chemin pour attaquer une tribu voisine dimanche lorsqu'ils ont été pris en embuscade. Radio New Zealand a indiqué que plus de 50 corps avaient déjà été récupérés et que la police était encore à la recherche d'autres victimes. Les policiers ont emmené les morts sur des camions en direction de l'hôpital et ont déclaré s'attendre à ce que le bilan atteigne 60 à 65 morts, ce qui pourrait faire de ce drame l'incident de violence tribale le plus mortel de la région.
Le commissaire de police de Papouasie-Nouvelle-Guinée, David Manning, s'est rendu sur place pour constater la situation et pour dialoguer avec les forces locales de police qui réclament un renforcement de leurs effectifs face à l'escalade de la violence dans la province. Un appel qui a été suivi par le gouverneur Denga et qui a été soutenu par les députés de l'opposition. Le ministre de la Défense Billy Joseph a déclaré aujourd'hui que l'armée avait approuvé la demande de déploiement de renforts militaires pour aider la police provinciale d'Anga, mais aussi de la province de Hela et de la province des Hautes-Terres méridionales, qui sont aussi régulièrement le théâtre de violences. Notons que la province d'Anga, où des conflits entre les mêmes tribus ont fait plus de 60 morts en 2023, avait été frappée l'année dernière d'une mesure de confinement pendant 3 mois afin de tenter de couper l'approvisionnement en armes et en munitions dans la province. Lors d'une session questions-réponses au Parlement, le député Belden Nama, dont les propos ont été rapportés par le quotidien local Post-Courrier, a affirmé que le massacre de dimanche avait fait plus de 60 morts au sein des tribus Sikin et Kaking et a rappelé un autre massacre survenu dans la province d'Anga, toujours en juillet 2019, lors duquel plus de 24 personnes, dont des femmes et des enfants, ont trouvé la mort. Le député a demandé au Premier ministre James Marape de clarifier la position de son gouvernement et sa stratégie pour répondre à cette spirale de violence, devenue, je cite, hors de contrôle dans le pays. Le chef du gouvernement a répondu qu'il donnerait une réponse détaillée demain. Notons que le pays fait en effet face à un problème de sécurité intérieure généralisé, alimenté par la circulation d'armes illégales vendues sur le marché noir, mais aussi par la faiblesse de ses forces de police en termes d'effectifs, mais aussi d'équipement et de formation. Au mois de janvier dernier, la capitale Port Moresby a été le théâtre d'émeutes et de pillages, après que des membres de la police et de l'armée ont fait grève suite à une baisse importante de leur salaire dans un contexte de forte inflation auquel fait face le pays depuis plusieurs mois. Les émeutes ont fait 22 morts, dont 15 à Port Moresby et 7 à La Haye, deuxième ville du pays, où les émeutes et les pillages se sont propagés. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a réagi au massacre de dimanche en proposant l'aide de l'Australie, qui fournit déjà une aide technique à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment à travers un programme de formation de policiers locaux. Un accord de sécurité a été également signé dans ce sens avec l'Australie en 2023. Le gouverneur de la province, Peter Ipatas, qui a averti que de nouvelles violences allaient survenir, avait appelé le gouvernement fin janvier à considérer sérieusement l'idée de faire venir des policiers étrangers pour aider la police locale et pour gérer les problèmes d'ordre. Un appel que le gouverneur renouvelle depuis 8 ans, mais qui fait polémique car les forces de police australiennes réclament une condition d'immunité à l'envoi d'officiers de police en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur l'archipel des Tonga, le roi Tupu VI a provoqué une crise constitutionnelle en retirant sa confiance au Premier ministre, outrepassant les pouvoirs royaux réduits depuis la réforme constitutionnelle de 2010. Le lundi 12 février, une lettre portant le sceau du secrétaire particulier du roi a fuité sur les réseaux sociaux avant d'être reprise par les médias. La lettre indique que le roi a retiré sa confiance et son consentement à la nomination de Siaosi Sovaleni, Premier ministre depuis 2021, au poste de ministre des Forces armées. La confiance envers la ministre Fekita Utoi-Kamanu, chargée du portefeuille des Affaires étrangères et du tourisme, a également été retirée par le roi. Or, selon la constitution des Tonga, le roi ne peut démettre un ministre que sur le conseil du Premier ministre. Il peut par contre dissoudre le Parlement si le Premier ministre perd contre une motion de censure. Et la publication de cette lettre est perçue par la classe politique tongienne comme une manière pour le roi de désavouer le Premier ministre. Certains observateurs estiment même que le roi pourrait bientôt dissoudre le Parlement, à l'image de ce qui a été fait en 2017. Le gouvernement a quant à lui attendu plusieurs jours pour déclarer que la lettre était inconstitutionnelle. Notons que le royaume des Tonga, dont l'histoire remonte à 1875, a été une monarchie absolue pendant 150 ans jusqu'à cette fameuse réforme constitutionnelle de 2010 opérée sous le règne de Tupu V, prédécesseur de l'actuel roi. Cette réforme a permis, en réduisant les prérogatives royales, une certaine démocratisation de la vie politique de l'archipel, qui a obtenu son indépendance en 1972, après avoir été sous protectorat britannique pendant 70 ans. Alors qu'il était hospitalisé dans un hôpital de Bangkok, l'ex-premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a été libéré sous caution samedi dernier, une décision motivée par son état de santé et son âge avancé, 74 ans, et accompagnée d'une caution de 500 000 bahts, soit près de 13 000 euros.
L'ex-chef du gouvernement thaïlandais, élu en 2001 et renversé suite à un coup d'État militaire en 2006, a vécu ses 15 années en exil à Londres pour échapper à la prison, mais est revenu de son plein gré en Thaïlande le 22 août dernier, après l'élection de Srettha Thavisin, actuel Premier ministre et membre du parti Pheu Thai. Celui qui reste aujourd'hui une figure politique très influente en Thaïlande a été vu sur des photos lors de son départ en voiture de l'hôpital vers sa résidence. On voit l'ancien Premier ministre portant une minerve, le bras droit en écharpe et portant un masque chirurgical, accompagné par ses 2 filles. Notons qu'il a été accusé par l'armée thaïlandaise de crimes de lèse-majesté pour des propos tenus dans une interview accordée en 2015. Mais une partie de l'opinion thaïlandaise considère que Thaksin bénéficie d'un traitement de faveur et est traité en prisonnier VIP, puisque peu après son retour en Thaïlande, après avoir réaffirmé sa loyauté envers le roi Ramadis, le roi a réduit sa peine de 8 ans à 1 an pour service rendu au pays et loyauté à la monarchie. Thaksin, qui a fait fortune dans les télécoms, a été condamné pour corruption et abus de pouvoir pour, entre autres, avoir fait approuver par la banque d'import-export un prêt à taux préférentiel en faveur d'une entreprise qu'il contrôlait. Thaksin a toujours nié les accusations portées contre lui, estimant que ces dernières visaient à l'écarter du pouvoir. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.